Il y a des rendez-vous dans la vie qui vous font avaler des kilomètres. Thierry Chestier est un généalogiste amateur. Depuis qu'il a commencé ses recherches il y a 25 ans, ce Poitevin en a écumé des villages, des départements même. Mais Monaco, c'est une grande première. Thierry est sur le rocher pour quelques heures. En avant. Ça fait voyager la généalogie ? Ah, énormément, pas seulement dans le temps, la preuve. Ça permet de voyager, d'aller dans des endroits où on n'aurait certainement jamais mis les pieds auparavant. Et pourquoi pas se découvrir une part de célébrité. Nous avions rencontré Thierry Chestier il y a 10 ans. Il était président du Cercle généalogique Poitevin. Son truc, c'était de trouver des liens de cousinage entre les gens. Et mieux encore, des cousinages célèbres. Elle descend d'Aliénor d'Aquitaine, voilà. Bonjour ma cousine. Et cousine aussi avec Voltaire, puisqu'elle a les mêmes ancêtres. Et c'est une souche poitevine également qu'elle partage avec Voltaire. Et lui aussi avait fini par se dégoter un cousin prestigieux, une star de la télé. Bonjour, bonjour. Bonjour Voltaire. Que se passe-t-il? Jean-Pierre. Thierry. Ah, bonjour Thierry. Bonjour cousin. Bonjour cousin. Allez, merci de votre visite. Dans le jargon des généalogistes, on dit que Thierry a accroché Jean-Pierre Foucault. Comme un trophée à son tableau de chasse. On peut dire sans honte à n'importe qui, en faisant mes recherches généalogiques, j'ai découvert que j'étais cousin avec Jean-Pierre Foucault. Moi, je connais personne qui va annoncer ça en se masquant, en disant « Dis-donc, je suis cousin avec Jean-Pierre Foucault ». Non, au contraire, c'est un truc comme ça, on le dit, on le crie, on l'écrit, Non, c'est génial. Depuis notre premier reportage, il y a toujours plus de paillettes dans la vie de Thierry. Ce sapeur-pompier s'est découvert une dizaine d'autres cousins célèbres. Et le dernier, c'est dans ce palace monégasque qu'il l'a déniché. Bonjour monsieur. J'ai rendez-vous avec monsieur Joël Robuchon de la part de Thierry Chestier, s'il vous plaît. Très bien. Oui, bonjour, monsieur Thierry Chestier pour monsieur Joël Robuchon. Merci. Voilà donc ce fameux cousin. Le chef le plus étoilé au monde. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. 26 étoiles au Michelin cumulées pour l'ensemble de ses restaurants. Mon cousin? Oui, votre cousin. Il semblerait alors. Il semble, non, c'est sûr, tout est dedans. Ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Êtes-vous Poitevin alors Oui, Poitevin. Je suis né comme vous à Poitiers. À Poitiers? Pour l'occasion, Joël Robuchon a fait réserver l'une des plus belles suites de l'hôtel. Eh bien, cher cousin, prenez place. On se ressemble, non? Physiquement, il n'y a rien. Hein. Les yeux bleus, peut-être. Ah oui, peut-être. Thierry a toujours un cadeau pour ses nouveaux cousins. Leur arbre généalogique. C'est pour vous, oui. Je vais pouvoir l'encadrer alors, hein? Vous pouvez l'encadrer. Au moins que ça soit long. Vous pouvez le tirer encore un petit peu. Ah oui, c'est impressionnant, hein? Oh là 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 là. Nos liens, ils sont à partir, alors ça s'invente pas, à partir d'une famille Bizarre qui est ici. Donc, M. Robuchon descend de François Bizarre, marié avec Jeanne du Carrois en 1793. Et moi, je descends d'un cousin de François Bizarre, d'un cousin germain, du coup, qui s'appelait André Bizarre. Thierry, c'est toujours la même émotion de rencontrer un cousin ? Ça n'a pas changé depuis le premier jour. Ça me fait toujours autant plaisir. J'arrive pas à me blaser. Et puis, c'est pas demain, à mon avis, que ça va arriver. Parmi les ancêtres de Joël Robuchon, Thierry a trouvé essentiellement des petits paysans. Il n'y a pas un noble dans votre ascendance. Pas trop déçu, monsieur Robuchon ? Non, pas du tout, je suis fier, au contraire. Descendant de laboureurs, cultivateurs, au moins je retrouve mes racines, mes origines, non? Et c'est ce que j'ai en moi, ce sont mes gènes. Et c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, je suis devenu cuisinier. Pas question pour le chef de laisser repartir son cousin sans lui avoir fait à son tour partager un peu de son univers. Moi, c'est un modeste cadeau à côté du vôtre et qui va demander beaucoup moins de temps. Et beaucoup moins de connaissances. Ce cadeau, c'est une recette qui est à la carte de son restaurant. D'accord, ok. Et là, on va attendre que ça colore. Juste une petite coloration. Que du bonheur. Alors, allons-nous nous revoir? Ah ben,
J'espère, j'espère. Mais il y a, maintenant, moi, je suis plus capable de faire la différence entre un de mes cousins germains, il y en a certains que j'ai pas vus depuis des lustres, hélas, j'aimerais bien les voir plus souvent, et mes cousins généalogiques. C'est mon sang, c'est ma famille. Un chef étoilé, cela fait donc une célébrité de plus dans la grande famille de Thierry Chestier. Depuis 10 ans, ce n'est pas seulement Thierry, mais toute son association qui a fait de la généalogie People une spécialité. Les membres ont recensé une 60aine de personnalités d'origine poitevine et se sont amusés à trouver leurs liens de parenté. Prenez Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est cousine avec Éric Tabarly, le navigateur, mais aussi avec Dominique de Villepin, avec l'actrice Isabelle Mergo, avec le philosophe René Descartes et avec le patineur Brian Joubert. De son côté, Brian Joubert lui est cousin avec Jacques Messrine. Et dans le même genre, Sylvain Chavanel, le coureur cycliste, est cousin avec Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Combien de poitevins célèbres reste-t-il encore à découvrir? En bon chasseur, Thierry reste à l'affût. Mais parfois, en généalogie, il y a des histoires qui ont une fin. Comme ici, sur le bassin d'Arcachon. Une maison de famille bourgeoise. Après son mari, Françoise Chartier a rencontré un mort. Presque un coup de foudre. Son arrière-arrière-grand-oncle. Tu sais, le portrait de Théoxène que j'avais dans le sac, Oui. je l'ai toujours, mais il est devenu tout pâle. On dirait qu'il a pris un peu l'eau, mais ça fait rien. Je le garde. Hein. Pourtant, l'ancêtre de Françoise, c'était tout son contraire. Elle, une femme de droite. Lui, un homme révolté, un militant de la commune. Il y en a qui ont des seins, il y en a qui ont des photos de leurs enfants. Moi, j'ai la photo de Théoxène. Il y a 10 ans, quand nous avions rencontré Françoise, elle était un peu fébrile. Cette quête sur les traces de son ancêtre occupait toute sa vie. En région parisienne, au cimetière de Puteaux, elle venait de retrouver sa tombe, laissée à l'abandon. On l'a un peu oublié, Théoxène. On l'a oublié. On l'a oublié. Sauf moi. Théoxène Roch de Filleul, un sacré destin. Au XIXe siècle, ses pamphlets lui avaient valu 8 ans de bagne. Nous avions ensuite suivi Françoise au musée de Puteaux. Dans les réserves, elle y avait trouvé un trésor. Un portrait de Théoxène. Voilà! Et sa réaction nous avait un peu déconcertés. Il est magnifique. Ce portrait, vraiment, il me semble qu'il me parle. C'est absolument ça. Ça, c'est mince, c'est terrible pour moi. Il me semble que je vais m'asseoir sur ses genoux. 10 ans plus tard, Françoise est allée encore plus loin dans cette relation passionnelle avec son aïeul. Elle est allée jusqu'à commander à un peintre une copie du tableau. Une petite folie qui lui a coûté près de 5 000 €. Je peux vous dire qu'il m'est revenu à plusieurs fois ma retraite, le prix de ma retraite mensuelle. Ça valait le coup de faire ce sacrifice? Ah oui. Ça, j'aurais même mis un peu plus, parce que pour moi, c'était important. Et tous les jours, Françoise et son mari mangent sous le regard de l'ancêtre. Voilà. Tiens, avec du vin rouge. Mange. Il y a Théoxène qui te regarde. Depuis notre premier tournage, comme si cela ne suffisait pas à exorciser cette histoire, Françoise a même écrit un livre sur son aïeul. Elle y donne la parole à Jeanne, la compagne de Théoxène. Françoise s'est identifiée à cette femme. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu, Théoxène, vêtu de sombre, mais avec une certaine recherche. Il m'a tout de suite semblé beau. Je me suis sentie rougir. L'éditeur en a vendu 1 millier. Mais pour Françoise, ce n'était pas là l'essentiel. 10 ans après notre premier reportage, la voici enfin apaisée. Je rêve toujours à lui, je rêve toujours de l'histoire. J'aime bien en parler, mais je ne pense pas que je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'histoire de Théoxène. À mon avis, c'est un point. Peut-être pas final, mais c'est un point. Mais déçu que ça s'arrête, il y a un âge pour tout.
Ah oui. Françoise est allée jusqu'au bout de sa quête. Son voyage sur les chemins de la généalogie s'arrête là. À 6000 km de là, Washington aux États-Unis. Un petit pavillon dans une banlieue cossue. David Olson est un généalogiste amateur américain, mais il a des racines françaises. Ses recherches, c'est beaucoup de souvenirs, des bons et des moins bons. J'étais sur le point d'abandonner. Et un jour, j'ai réussi à découvrir l'emplacement de la maison d'un de mes ancêtres. Le meilleur moment de toute ma carrière de généalogiste. Nous avions filmé David ce jour-là. C'était en Alsace en 2002. Il remontait la piste de son ancêtre, un certain Joseph Kling, qui avait émigré aux États-Unis. On doit trouver donc Joseph Kling. Hein. Il y a le nom du propriétaire, Kling Joseph, cultivateur, demeurant à Houssen. Et il y a toutes ses propriétés, dont ici, dans la section D, village. C'est sur cette parcelle de terrain que vivait l'ancêtre avant de partir pour l'Amérique. David avait voulu la voir en vrai. C'est la parcelle 260. Là, on y est. La fameuse parcelle appartient à Bertha, Sur la terre de tes ancêtres. la maison de Joseph Kling. Il y a longtemps qu'elle n'existe plus. Attends. Elle a été détruite pendant une guerre, la première ou la deuxième. Joseph. Tu es, là, David, tu es chez Joseph, voilà. J'aurais bien aimé voir la maison, le berceau de notre famille. Marcher dans les couloirs, dans les pièces où mes ancêtres ont vécu. Il y avait sûrement du bétail, de la vigne. D'ici, je les imagine partant cultiver leurs champs. Alors ça me donne quand même une idée de ce qu'était leur vie. Je n'ai pas tellement changé depuis 10 ans. T'avais d'autres lunettes? J'avais la barbe. Oui, mais voilà, de ce côté de l'Atlantique, l'intrigue familiale n'a pas passionné grand monde. À l'adolescence, les lubies de votre père, ça vous passe au-dessus de la tête. Et quand on tente une question sur l'intérêt de la généalogie, voilà ce que ça donne. Je ne suis pas comme lui, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pourquoi? Je m'en fiche, c'est tout. Ce n'est pas grave. Mais j'espère quand même qu'un jour, quelqu'un dans ma descendance s'y intéressera et continuera ce que j'ai commencé. Tant pis si ce n'est pas toi. Ce sera peut-être mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. On verra. Depuis notre premier reportage, David n'a pas chômé. Il y a 10 ans, son arbre n'allait pas plus loin que la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il a fait un bond gigantesque dans le passé, jusqu'au 14e et même peut-être au-delà, grâce à l'une de ses ancêtres. Marie Jacobe van Kagagnek. Elle est née en 1619 à Colmar. David a récupéré le travail d'autres généalogistes qui affirment que cette femme descend tout droit de Charlemagne. Si, le roi des Francs. Notre Américain ne s'en est toujours pas remis. Jusque-là, tous mes ancêtres étaient des paysans, des laboureurs, des tonneliers. Jamais je n'aurais imaginé descendre d'une famille royale. Ça a vraiment été un choc. David, lui aussi, s'est découvert au bout d'une branche un ancêtre célèbre. Pour en arriver là, il a multiplié les allers-retours entre les États-Unis et l'Alsace. Un voyage par an en moyenne. J'ai dû dépenser à peu près $10 000. Mais c'est ma passion. Et parfois, les passions, ça coûte cher. Dans quelques jours, David s'envolera à nouveau pour la terre de ses aïeux, sa deuxième patrie. Pour faire de la généalogie, faut-il forcément voyager au long cours? En 10 ans, les techniques de recherche ont-elles évolué? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Grenoble. Nous avons rendez-vous avec un étudiant. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté. C'est ça? C'est ça. Suivez-moi. Clément a 23 ans. Il est en 5e année de médecine. Aujourd'hui, les généalogistes sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans, et beaucoup plus jeunes. Les 2/3 des moins de 35 ans ont déjà entrepris des recherches sur l'histoire de leur famille. Les histoires familiales, les légendes, il y en a beaucoup. Souvent, elles sont pas infondées, mais après, faut trouver la preuve, quoi, comme dans tout.
Mais pour trouver les preuves qui concernent ses ancêtres, Clément ne met pratiquement jamais les pieds aux archives. Hop là. Et c'est donc ici que je travaille. Jamais sans son ordinateur. Clément est un geek de la généalogie. C'est sur Internet qu'il fait toutes ses recherches. En 10 ans, la toile est devenue une mine d'or pour les généalogistes. Certains sites ont référencé près d'1 milliard d'individus sur plusieurs siècles. Des sites qui fonctionnent comme des réseaux sociaux. On se crée un profil pour échanger avec ses cousins. Et surtout, c'est l'accès aux documents qui a changé. Les 3/4 des départements ont numérisé leurs archives. L'état civil et les registres paroissiaux. Clément cherchait l'acte de naissance de l'un de ses ancêtres et en quelques clics... Voilà, on vient de le trouver. Naissance de Marie-Élisabeth Argéliès, en direct sur Internet, comme si j'étais en fait dans les archives de l'Hérault et que j'avais feuilleté le livre. Est-ce que c'est la même émotion de le voir sur un écran d'ordinateur? L'émotion de la recherche, elle est la même, parce que quand on trouve un document, c'est vrai que c'est toujours plaisant. Après, il n'y a pas la manipulation de l'objet. On n'a pas l'émotion du livre, en fait. Du vieux livre, on n'a pas cette odeur, on n'a pas la poussière. Il y a juste ce pan-là de la recherche qui est effacé. Mais avec Internet, les recherches ne restent pas forcément virtuelles. Au contraire. En plus des actes de l'état civil, les archives ont mis en ligne quantité de documents. De quoi se replonger dans la vie de ses ancêtres. Des cartes postales, des affiches, de vieux journaux. Il arrive qu'on tombe sur des documents qui sont un peu plus rigolos. Et alors, si on regarde un petit peu, voilà une photographie d'époque. Une image assez banale. Des vendanges dans l'Hérault au début du siècle. Sauf qu'une chose a tout de suite attiré l'œil de Clément. Ce nom gribouillé à la main, Becle. Le nom de son arrière-grand-père, Paul, qui produisait du muscat. Et pour la petite anecdote de cette photo que j'ai montrée à mon grand-père, avant qu'il décède il y a quelques années, il m'assure que le personnage qui est ici est Paul Becle. On reconnaît le bouc, la moustache. On voit bien que quand il était plus âgé, il avait toujours ce bouc et cette moustache. Et donc, on ne peut pas en être certain, mais c'est possible que ce soit mon arrière-grand-père qui soit sur cette carte postale. Difficile de revenir en arrière. Comme Clément, demain, tous les généalogistes seront sans doute connectés. Il y en a pourtant un qui ne jure que par le terrain. Notre Américain David Olson. Le voici pour un week-end en Alsace, le berceau de sa famille. Jean-Pierre. Désormais, quand David revient sur la terre de ses ancêtres, il y a toujours quelqu'un pour venir le chercher. Ah bah ça fait la maille. Tout va bien? Ouais. La famille? T'as eu bon voyage? Très bien, très bien. De loin, de loin. Allez, let's go. Jean-Pierre Aurem est un ami de David, son principal informateur en Alsace, un spécialiste de l'histoire locale. Il y a 10 ans, nous avions filmé leur première rencontre. Jean-Pierre portait déjà un chapeau mou et servait de guide à David. Ensemble, ils avaient retrouvé la tombe des derniers Kling du village de Houssen, les derniers à avoir porté le nom de son ancêtre. Grâce à Jean-Pierre, David a trouvé une deuxième tombe dans ce cimetière, un autre membre de sa famille. Non, on prend les fleurs et puis on a tout. La suite de l'histoire est rocambolesque. La mairie de Houssen lui a demandé à lui, l'Américain, qui habite à 7000 km de là, d'entretenir cette tombe. Il a poussé beaucoup depuis mon dernière visite. Ouais, les fleurs sont mortes, mais maintenant on va mettre les nouvelles. Hein. Moi, j'ai coupé tout Depuis ça. des années, cette sépulture était abandonnée. On pense par exemple à... La commune voulait récupérer la concession, sauf si quelqu'un se portait volontaire pour l'entretenir. Jean-Pierre l'a su et il m'a appelé. Il m'a demandé si je voulais hériter de cette tombe. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors il m'a expliqué. Il m'a dit « Tu payes 50 € et c'est toi qui es responsable de l'entretien. » Alors j'ai accepté. Bon David, on prend aussi une photo souvenir. Hein. Un petit bout de terre qui le raccroche aux branches de sa famille. Un ancêtre de plus dont il faut s'occuper. David prend son rôle très à cœur. La plupart de mes ancêtres ne sont pas du tout enterrés ici. Ils sont enterrés près de l'église, dans le vieux cimetière. Mais la ville l'a transformé en parking. Alors je ne peux pas m'occuper de ces ancêtres-là. Lui, c'est le dernier qui me reste.
Et peut-être que quelqu'un s'occupera de moi quand je ne serai plus là. Drôle de destin. Un Américain, une tombe abandonnée, 2 morceaux d'une même histoire, recollés grâce à un reportage télé. Quand il est en Alsace, il y a une autre visite que David ne manque jamais d'honorer. Bonsoir. Ah, madame. On vous attend depuis longtemps. Dans la campagne alsacienne, Il était fatigué, le pauvre. Oh, yeah. Christian. Salut David. Ça va? Venez rentrer. Bon voyage. une vieille dame et ses 2 fils. Venez, on Je va suis content d'être en Alsace. Oui. Hein, on boit à ta santé, à Bonne nos santé, retrouvailles. David. Merci. À votre Bonne santé. Christian. Santé, David. Merci. Bonne À santé, votre Thomas. santé. Skål. Santé. Skål, ja. Dans cette famille, une histoire s'était transmise de génération en génération. Une histoire que racontait cette femme. Notre grand-mère, donc Emma Neckling, pendant les veillées d'hiver, elle nous parlait des histoires d'antan. Et régulièrement, elle nous parlait de l'oncle d'Amérique. Et elle était persuadée qu'un jour, enfin, comme elle disait, qu'il reviendrait. Pour toute la famille, cette histoire était une légende. On doutait même que cet oncle ait un jour existé. Et puis en 2002, notre reportage a tout changé. Ben, j'avais entendu parler de ce reportage qui est passé sur Envoyé spécial. Et c'est ma tante Mathilde qui m'avait dit, tiens, il y a un cousin d'Amérique qui est venu, mais on n'a pas pu le rencontrer. Bon, mais il est passé à la télévision. Christian retrouve les coordonnées de David et réussit à le contacter. Ce que racontait la grand-mère n'était donc pas une légende. Mais vous savez maintenant qu'elle avait raison. Voilà. David s'est trouvé une 2e famille. Ses cousins, eux, ont trouvé leur oncle d'Amérique. Christian. D'habitude, quand on parle d'un oncle d'Amérique, cela correspond à un héritage tombé du ciel. Justement, depuis notre premier reportage, les généalogistes sont régulièrement sollicités pour démêler des histoires de magots oubliés, des contrats d'assurance vie non réclamés. Des milliers d'héritiers n'auraient ainsi jamais touché l'argent qui leur est dû. Le plus souvent parce que les assureurs, au décès de leurs clients, n'ont pas réussi à retrouver leurs ayants droit. On parle alors d'assurance vie en déshérence. Entre 1 et 5 milliards d'euros dormiraient dans des caisses des compagnies d'assurance. Mais depuis 2007, une loi oblige les assureurs à rechercher ces héritiers oubliés. Alors ils payent des généalogistes pour les retrouver. Des généalogistes professionnels. Ouais, attends, 40. J'ai pas le dossier, j'ai pas pu. Oui, bonjour madame. Mademoiselle Allman du cabinet CRD à Paris. Dans ce cabinet, leader en Europe dans la recherche d'héritiers, ils sont 3. 2 anciens gendarmes qui faisaient de la généalogie en amateur et une jeune femme diplômée en droit des successions, Sophie Allman, 26 ans. Sophie travaille sur une 50aine de dossiers en même temps. Elle met entre 1 semaine et 1 an pour retrouver tous les héritiers d'un contrat. Voici le dernier qu'elle a reçu, une assurance vie en déshérence depuis 25 ans. C'est un monsieur qui se nomme Georges, qui est décédé le 30 avril 1987 à Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne. Donc dans un premier temps, je vais vraiment m'assurer que les informations communiquées par l'assureur sont les bonnes, ce qui évitera par exemple des problèmes d'homonymie, où je veux vraiment m'assurer qu'on est qu'on part sur le bon décès. Pour cela, Sophie consulte une base de données bien particulière. Seuls les généalogistes professionnels y ont accès. Le fichier des décès de l'INSEE. Il recense toutes les personnes qui meurent en France chaque année. Il est bien décédé le 30 avril 1987 en Seine-et-Marne, à Vaux-le-Pénil. Qui héritera ? Sophie sait déjà que Georges a épousé une certaine Suzanne en 1934. C'est écrit sur l'acte de naissance qu'elle s'est procuré. Sauf que Suzanne est décédée avant son mari. S'ils ont eu des enfants, ce seront eux qui toucheront l'assurance vie. Il faut tous les retrouver. C'est la peur du généalogiste, c'est les enfants naturels ou les enfants hors mariage. Et aujourd'hui, un enfant qui soit né pendant le mariage, enfin légitime, illégitime, naturel, il a les mêmes droits. Donc ma grande peur, c'est d'en oublier un. Problème, Sophie ne connaît pas leur nombre et encore moins leur nom. Mais elle sait au moins une chose. Georges et Suzanne se sont mariés à Paris, dans le 15e arrondissement.
Au palais de justice, elle trouvera tous les registres de l'état civil depuis 1860. À ce stade de la recherche, il faut se montrer patient. C'est un registre qui recense en 1934 toutes les naissances par ordre alphabétique dans le 15e arrondissement de Paris. Donc là, je cherche Camus, Camille, Canal, Cancel, Candotozzi. C'est pas un peu fastidieux comme recherche? Ah si, complètement, c'est complètement fastidieux. Et puis, il faut bien connaître son alphabet. Sophie épluche tous les registres du 15e, sur 20 ans, sans rien trouver. C'est finalement dans l'arrondissement voisin que les choses s'éclairent. J'ai une naissance, donc même nom de famille que mon défunt, Pierrette Henriette, née le 16 juin 1941 à Paris 14e. Et une demi-heure plus tard, dans le 9e arrondissement, deuxième piste. Un certain Georges Émile. À ce stade de la recherche, j'ai 2 héritiers possibles, une fille et un garçon. Donc je vais aller regarder leur acte de naissance pour vérifier s'ils sont nés de mon couple Georges et Suzanne. Si Sophie faisait de la généalogie en amateur, elle n'aurait pas le droit de consulter ces registres. Ils ont moins de 75 ans et relèvent de la vie privée. Sophie a beau avoir une autorisation spéciale, l'état civil est formel. Pour la fille... Pierrette Henriette, le père et la mère ne sont pas bons. Donc je peux la rayer. Elle ne sera pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Pas plus de chance avec le garçon. Lui non plus n'a aucun lien de parenté avec Georges. Les recherches pour retrouver ses enfants continuent. En généalogie, il est toujours question d'héritage. Mais parfois, vos ancêtres vous transmettent un patrimoine dont vous vous passeriez bien. Un après-midi, à l'université de Versailles. Pour Nadine Pellen, c'est un grand jour. Cette chercheuse vient soutenir sa thèse, l'aboutissement de 5 années de travail. Voilà pour ça. Et elle est plutôt sûre d'elle. J'ai répété devant mon mari, devant mes copines, devant mes beaux-parents qui n'ont pas pu venir à la soutenance. J'ai l'impression d'être prête. Une thèse en démographie historique. Ici, la généalogie a mené l'enquête pour la science. Tous les êtres humains sont porteurs d'un certain nombre de gènes défectueux. Mais la question reste en suspens. Pourquoi la mucoviscidose en Bretagne? La Bretagne, c'est la région en France où il y a le plus de cas de mucoviscidose. Une maladie génétique qui remonte à plusieurs siècles. Nadine a voulu savoir comment elle s'est transmise jusqu'à nous. Comment Nadine a-t-elle procédé? Nous nous sommes rendus en Bretagne, chez elle. Pour remonter aux origines de la mucoviscidose, Nadine a eu l'idée d'étudier les arbres généalogiques des malades d'aujourd'hui. En tout, un échantillon de 1287 personnes. On met une vie à remonter un arbre généalogique. Moi, j'en avais 1287 à remonter, donc je ne pouvais pas faire ce travail toute seule. C'était impossible. Alors Nadine a contacté tous les centres généalogiques de Bretagne. Et 250 amateurs se sont proposés de l'aider. Parmi eux, Marie-Françoise, une retraitée de Brest. J'ai commencé ma généalogie il y a une trentaine d'années et j'ai à peu près épuisé les sources au moins pour mes recherches. Bénévolement, Marie-Françoise a remonté une dizaine d'arbres de malades, sa petite pierre à l'édifice. Et moi, j'ai donné par exemple une branche à un généalogiste, une autre branche à un autre, etc. Et ensuite, j'ai regroupé le millier de branches que j'avais données. Je les ai toutes regroupées dans un format informatique et de là, j'ai pu commencer les analyses et c'est de là que je me suis rendu compte qu'il y a des communes qui vraiment ressortaient. Nadine a découvert que les malades de la mucoviscidose en Bretagne avaient tous les mêmes ancêtres et que ces ancêtres vivaient tous dans les mêmes villages. Par exemple, Lampol, Ploudalmézeau, Landéda, Plouguerneau, Guissény, Plouescat, Cléder, Santec, Saint-Paul-de-Léon. Oui, on reste dans les mêmes coins. On n'allait pas bien loin chercher le conjoint. Surtout, ce qui a intrigué Nadine, c'est que ces villages étaient tous situés en bord de mer, ce qui ne pouvait pas être une simple coïncidence. L'une des hypothèses, c'est que la mucoviscidose serait venue par la mer, par les migrants qui se sont installés en Bretagne, ici sur les côtes, vers le 5e siècle. Ils sont restés dans ces villages de bord de mer, vivre pendant des générations et des générations. Il n'y a pas eu de brassage génétique.
Grâce à la généalogie, Nadine a découvert comment la mucoviscidose est arrivée en France. Depuis notre premier reportage, la généalogie s'est mise au service de la science, un peu partout dans le monde. Au Québec, des médecins planchent sur le cancer du sein et la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est sans doute qu'un début. Retour à Paris, dans le cabinet de nos généalogistes professionnels. Nous retrouvons Sophie, 2 semaines après l'avoir quittée dans les archives du palais de justice. Elle a avancé sur le dossier de Georges, dont l'assurance vie est en déshérence depuis 25 ans. J'ai réussi à retrouver des enfants donc de Georges et Suzanne. Ils ont eu 4 enfants qui sont nés dans une petite commune de Seine-et-Marne. Quand nous avions quitté Sophie, il lui restait cette autre piste à explorer. Une petite ville de Seine-et-Marne où Georges a déménagé après son mariage. C'est cette ville qui figure sur son contrat d'assurance vie et sur son acte de décès. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et effectivement, dans l'état civil de la commune, j'ai pu retrouver donc 4 enfants nés entre 1934, date du mariage de Georges et Suzanne, et de 1950. 4 enfants que Sophie peut enfin inscrire sur l'arbre généalogique de la famille. Un tout petit arbre qui ferait peut-être sourire un généalogiste amateur, mais qui lui permet de clore le dossier. Sur les 4 enfants, 2 sont décédés. Reste à contacter les 2 autres. Michel et Martine sont les 2 enfants toujours en vie qui héritent de leur père, Georges, et donc du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit. Combien vont-ils toucher ? Georges avait versé au capital 500 000 anciens francs, une somme rondelette dans les années 50 qui équivaut aujourd'hui à 750 €. En général, le cabinet traite de montants plus importants, 20 000 € en moyenne. Voilà, donc ils vont se partager 750 €. Tout ce travail pour 750 €. Tout ce travail pour 750 €. En même temps, c'est le jeu. Et nous, moi, ma satisfaction, elle est de retrouver les héritiers et de leur redonner cet argent souscrit par leur papa. Peu importe le montant. Peu importe le montant. En 5 ans, Sophie et ses collègues ont retrouvé plus de 15 000 bénéficiaires d'assurance vie non réclamés et restitué 100 millions d'euros.